Hombre, no es fácil perder todo lo que tú tienes, lo poco que uno tiene. Éviter le rouge cramoisi, ses températures caniculaires et son cortège de catastrophes. Depuis 2015, l'accord de Paris est la boussole de l'action climatique, sauf que les effets du changement climatique d'origine humaine se font plus pressants. Sur ces bandes du réchauffement, chaque trait représente la température moyenne d'une année. Le bleu indique une année plus froide, le rouge une année plus chaude. Publiée en 2018, cette visualisation manque désormais de rouge foncé. Alors, que reste-t-il de l'accord de Paris ? Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Les applaudissements des délégués de 196 pays saluent une avancée historique. Après 3 ans de préparation, 2 semaines de négociations et quelques nuits blanches, les négociateurs sont soulagés. Benoît Faraco en était, son job consistait à faire le lien avec les pays insulaires et moins développés, en première ligne du changement climatique, même s'ils n'y ont quasiment pas contribué. Et là, on avait presque l'impression de se retrouver dans un stade de football où notre équipe venait de remporter la Coupe du Monde, sauf que l'équipe, c'était l'ensemble des pays, et avec un enthousiasme qui était vraiment celui de supporters d'un match de foot. C'est le point cardinal adopté à Paris, fixer un seuil à la hausse globale des températures, 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels d'ici 2100. Et si vraiment on n'y arrivait pas, nettement en dessous de 2 degrés. Au-delà, préviennent les scientifiques, les impacts du changement climatique menacent dangereusement la vie sur la planète. Pour y arriver, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à ne pas en émettre davantage que ce que les forêts et les océans ne puissent absorber. C'est ce qu'on appelle net zéro, un objectif que l'UE doit atteindre en 2050. Et c'est l'autre acquis de l'accord de Paris. Le texte a créé des plans climat ou contributions nationales déterminées, une sorte de feuille de route fixée par chaque État qui doit être la plus ambitieuse possible, et ça a réussi, du moins en partie. À Paris, on savait qu'on n'était pas sur la bonne trajectoire. On était effectivement sur une trajectoire qui nous amenait à la fin du siècle à un réchauffement de 4 degrés avant qu'on signe l'accord de Paris. On a significativement inversé la tendance, à la fois parce que les États-Unis se sont engagés, la Chine s'est engagée, l'Europe, évidemment, qui est, elle, est plutôt à l'avant-garde de ces sujets, a pris des engagements. Quand on a fait le bilan à la COP28 à Dubaï il y a 2 ans, les choses étaient claires. Effectivement, on n'est pas sur la bonne trajectoire. L'année 2024 était la plus chaude enregistrée jusqu'ici, et la première a dépassé le seuil des 1,5 degrés, ce qui ne rend pas l'accord de Paris caduc pour autant, parce que les climatologues prennent en compte la moyenne des températures sur 20 ans afin de lisser les variations. Donc aujourd'hui, on est à 1,3 degré de réchauffement moyen. En revanche, si rien ne change, le seuil de Paris devrait être franchi avant la fin de la prochaine décennie. En 10 ans, l'élan suscité par l'accord est retombé. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Au déni américain s'ajoute le fait que les pays ont de plus en plus de mal à se parler. Alors, quel bilan dresser de l'accord de Paris ? Un réseau scientifique qui fait le lien entre changement climatique et événements météorologiques extrêmes s'est penché sur la question et conclut que l'accord a bien réduit la trajectoire de réchauffement, mais pas suffisamment. We're currently on track for 2.6 degrees of global warming since we started emitting carbon dioxide and other greenhouse gases from burning fossil fuels. And we anticipate that with that change, the likelihood of extreme heat events that we have previously considered very rare will become commonplace. Si les États tiennent leurs engagements, voici ce que ces scientifiques estiment probable. The heat wave of July 2023 in southern Europe, this before global warming would have been about a 1 in 1,000 year event. At 2.6 degrees of global warming, we'd expect to see an event like this approximately once every 2 years. This is a really dramatic increase in likelihood. And the other thing is that this also applies to events that we may not have seen. So even more extreme heat waves that are still very unlikely today in a 2.6 degrees climate could become commonplace as well.
Des chaleurs qui font souffrir les populations jusqu'à en être létales pour les personnes les plus vulnérables. Enfants, personnes âgées ou immunodépressives, travailleurs en extérieur ou habitants de logements mal isolés. À travers le monde, les vagues de chaleur tuent déjà chaque année plus d'un demi-million de personnes. C'est plus que les cyclones, les typhons et les ouragans. Face à la crise qui se profile, pourquoi l'action politique ralentit au lieu d'accélérer? Benoît Faraco, qui représente la France à la COP, ne nie pas la difficulté. On est en train de rentrer dans une nouvelle phase de la lutte contre le changement climatique qui demande des changements en profondeur de nos sociétés. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent, il va falloir changer un certain nombre d'habitudes, de comportements pour atteindre cet objectif qui n'est pas un objectif facile. Et si c'était un objectif facile, il n'y aurait pas besoin de se réunir tous les ans pour en parler. Ne reste plus qu'à espérer, comme le pape Léon XIV, que les délégués de la COP listen to the cry of the earth and the cry of the poor, families, indigenous peoples, involuntary migrants and believers throughout the world. Le pape a béni un glaçon détaché de la calotte du Groenland. On ne sait jamais, ça peut aider. L'accord de Paris reste aujourd'hui la boussole pour réduire les émissions. Sauf qu'on l'a vu, les engagements pris par les États ne vont ni assez vite ni assez loin. Et que tout en déployant des énergies renouvelables, le monde continue de brûler des énergies fossiles. Alors la question reste entière, le seuil des 1,5 degrés a-t-il encore un sens ? But one thing is already clear. We will not be able to contain the global warming below 1.5 degrees in the next few years. The overshooting is now inevitable. Dépassement, ce terme risque de devenir familier. C'est l'un des domaines de recherche du professeur Schleusner. À l'automne 2025, il a rassemblé près de 200 scientifiques du monde entier près de Vienne pour plancher sur le sujet. Une première. The concept of overshoot basically is the concept of the second best world we imagined in the Paris Agreement. The first best world would have been we limit warming to 1.5 degrees. We increasingly need to say we probably have blown that chance. The second best world is we are temporarily exceeding the 1.5 degree global warming level while staying well below 2 degrees as basically the upper temperature guardrail of the Paris Agreement, and then bring temperatures back down again below 1.5 degrees in the long run by actively removing carbon dioxide from the atmosphere. C'est un défi vertigineux. Éliminer le CO2 dans l'atmosphère peut se faire de plusieurs façons, de la plus naturelle, planter des arbres, à la plus technologique, en pompant le CO2 dans l'air pour l'injecter dans le sous-sol. Mais c'est énergivore et limité. Attention, cela concerne les émissions passées. Il ne s'agit pas de compenser les émissions émises aujourd'hui en sortie d'usine comme le font les technologies de captage et de stockage de CO2. Et ce n'est pas non plus un permis pour polluer. Tout ce qui peut être évité doit l'être. Enfin, dépasser, ce n'est surtout pas renoncer. So an overshoot is not the end of the Paris Agreement. It's a failure. We have failed to achieve the first best world we hoped for in Paris. But we now need to double down to bring emissions to net zero and then net negative to ultimately reduce temperatures again in the long run. Les émissions négatives, c'est lorsqu'un pays parvient à stocker plus de gaz à effet de serre qu'il n'en émet. 3 pays au monde sont dans ce cas de figure, le Panama, le Suriname et le Bhoutan, qui ont tous en commun d'être peu industrialisés et très verts. En Europe, on en est très loin. Ainsi, le Danemark, qui pense ne plus émettre de CO2 en 2045, vise une réduction de 10% supplémentaire. We had states in the first best world, and we would achieve net zero CO2 emissions globally by mid-century. We could have maybe avoided the worst impacts of climate change and also kind of transferred gently out into a world where basically tackling the climate crisis is something that we had accomplished. And now it might take us a lot longer. We committed us to a much longer journey and a much more difficult one by entering that world. That's the challenge. C'est ce monde d'après 2100 auquel réfléchissent ces scientifiques, sachant qu'on a déjà du mal à s'adapter à plus 1,5 degré, avec un constat simple. Moins loin on part dans le rouge, moins on aura besoin d'efforts pour revenir vers le bleu. Chaque fraction de degré compte. Or, une fois franchis les points de bascule de la planète, l'avenir de nos sociétés s'écrit en pointillés.